Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est Germain Kaindo à la présentation. Comme d'habitude, je suis encore très ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est une émission qui fait suite à ce qui s'est passé le samedi à Pretoria. Comme je vous ai promis, donc aujourd'hui, nous allons faire la suite de cette émission-là. Et la suite, c'était de recevoir un invité de marque qui essaiera de nous expliquer COP Congo. Et c'est quoi COP Congo? Il va nous expliquer. Beaucoup de gens qui m'ont écrit, je vous remercie d'abord parce que j'ai reçu en tout cas une dizaine de mails qui me demandaient c'est quoi COP Congo, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une banque, c'est une coopérative. En tout cas, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de connaître encore un peu plus sur la COP Congo. Donc, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité qui est Marc Bassa. Bonjour Papa Marc. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. En tout cas, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter d'abord à nos téléspectateurs qui te voient pour la première fois sur cet espace? Non, merci pour l'opportunité. Et nous saluons vraiment votre initiative de pouvoir faire un reportage de la communauté afin que les gens puissent connaître, les gens puissent être informés de ce qui se passe et de ce qui se fait dans la communauté et aussi de ce qui peut venir. Donc, merci pour l'opportunité de passer sur votre plateforme. Ok, on peut vous connaître vos origines, depuis quand vous êtes ici en Afrique du Sud, votre état civil, parlez-nous un peu de toi, même si c'est difficile de parler de ça. Non, ce n'est pas difficile. Quand on est leader, on doit finalement se faire connaître. Il faut que les gens puissent savoir d'où vous venez. Parfois, nous avons des problèmes parce que nos leaders dans nos communautés sont pas d'origine douteuse, mais on doit se faire attacher à ceux avec qui on veut vivre et ça ne fait qu'augmenter la confiance. Je suis congolais, je suis né congolais, j'ai grandi à Kinshasa où j'étais né et j'ai fait mes études primaires à Kinshasa, au Bas-Congo, puis j'ai fait aussi mes études secondaires au Bas-Congo. Ensuite, je suis allé faire mon université à Lubumbashi. J'ai fait la médecine vétérinaire pendant... Normalement, c'est 6 ans. Mais nous, avec le moboutisme, on nous a vu passer 9 ans. Avec beaucoup d'interruptions, de grèves et tout ça. Oui, j'ai fait partie de la génération qui a subi les Lititi Mboka. Si vous connaissez ça. Et, en 81, 81. Non, c'était en 93. 93, oui. J'ai terminé en 93, mais le Lititi Mboka c'était en 89, 90. Ok, 90, 91. Bon, maintenant, après cela, je suis venu ici, en Afrique du Sud. J'ai travaillé pendant 9 mois au Congo et puis je suis venu en Afrique du Sud où je devais faire ma spécialisation en médecine vétérinaire puisque je suis médecin vétérinaire. Malheureusement, pour nous, c'est en 1994 que je suis arrivé parce que j'avais obtenu une bourse pour parfaire mes études vétérinaires, mais malheureusement, la bourse en cette année-là a été suspendue compte tenu des changements. C'était le nouveau régime qui a pris place. Donc, en 1995, on nous a informé que tous les étrangers n'avaient plus droit là. Finalement, j'ai décidé de laisser les études. Bon, le professeur qui m'encadrait à l'université n'était pas content parce que un étudiant qui fait le master's et qui abandonne, bon, ça ne fait pas bien. Non, ça ne fait pas bien. Mais je lui dis,
Ben, si vous voulez que je continue, alors il faut me donner une bourse. Ben, il dit, ben, je n'ai pas de bourse, je ne saurais pas vous donner une bourse. Donc, je devais prendre une décision personnelle, laquelle je ne regrette pas aujourd'hui. Je l'ai prise et j'ai commencé donc à travailler dans le département informatique de la Post Office en Afrique du Sud. Bon, maintenant, vous êtes dans un département dans lequel vous n'avez pas trop d'expertise en termes de formation et encore faisant foi à notre capacité de muter et d'adaptation. Oui. Donc j'ai dû recommencer ce que l'on appellerait le premier graduat pour que je puisse m'adapter maintenant dans le monde informatique. Et après cela, grâce à mon diplôme de médecin vétérinaire, on m'a accordé de faire un master en informatique que j'ai terminé à l'université de Pretoria. Voilà donc en gros, dans tout ce parcours, le souci de voir la communauté émerger a toujours été là. Oui, mais avant d'arriver là-bas, je voulais qu'on parle un peu de votre état civil. Ben, je suis marié, j'ai père de 2 enfants, une fille et un garçon. Et un garçon, oui, ok. Ouais. Et donc, à peu près combien de temps combien d'années vous êtes ici en Afrique du Sud? Le 25 décembre 2019, à 12h06, ça fera 25 ans. Quelle précision! Ok, pratiquement vous êtes sud-africain donc? Bon, sur papier? Oui, sur papier, je suis sud-africain. Ok. Et ça nous donne comment dirais-je, la base même d'évoluer en Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez, comment vous pensez sur le plan personnel, allez-vous encore être ici pour longtemps? Non, c'est pour cela que nous devons préparer nos bases pour rentrer au Congo. Nous devons rentrer, non pas, nous sommes toujours nous réussissons avec brillance en tant qu'individu, mais avec tout ce qu'il y a à refaire au pays. Vous entendez, tous les dirigeants au pays disent qu'ils ont besoin des gens pour aller aider à la reconstruction. Donc, nous devons nous préparer pour rentrer. Et on ne peut pas rentrer en individu. Nous devons rentrer dans un groupe organisé qui a une vision de reconstruire le pays de manière organisée. Ok. Et pendant ce temps-là, où vous êtes ici en Afrique du Sud, étudiant, comment vous avez vu la communauté congolaise? S'il faut parler un peu vos relations avec vos concitoyens, les Congolais. Chacun d'entre nous a des relations multiples dans la communauté. On a des relations personnelles, on a des relations professionnelles, on a des relations du genre d'origine, il y a des relations du genre... N'hésitez pas de parler de votre ethnie, de votre tribu. Je reviens, je suis en train de cadrer d'abord. Oui. Bon, maintenant, en tant que vétérinaire, ça c'est la profession, j'ai tout un groupe. En tant que les anciens, par exemple, de l'Inilou, il y a un groupe. En tant que quelqu'un qui a grandi à Kinshasa, j'ai un groupe. En tant que l'origine de mes parents, qui est le Bas-Congo, j'ai aussi un groupe. Donc, avec tous ces groupes, en tant que des gens qui ont grandi, qui se sont retrouvés à Johannesburg à une époque donnée, à Ponte City. Voilà. Donc, on a aussi des groupes organisés comme ça. C'est pour vous rappeler aussi que moi, je suis passé par là. J'ai été à Ponte, j'ai été à Métropolitain. Donc, je connais un peu ce que vous parlez là-bas. Donc, et comment vous avez vu évoluer la communauté congolaise? Tous ces groupes sont pleins de gens de bonne volonté, mais nous avons aussi des gens qui sont
très brillant en termes de ce qui, d'entreprises professionnelles ou de ce qu'ils sont en train de faire dans leur vie, dans leur profession. Mais en tant que communauté, nous n'avons rien. Il n'y a rien. En tant que communauté, vous verrez que tous ces ensembles-là ont voulu évoluer, mais enfin, ils se sont butés à des problèmes et ils se sont dispersés. Bon, maintenant, après 20 ans, 25 ans, on est dans la conclusion de savoir que... Mais qu'est-ce qui fait que le Congolais pense que quand il commence une organisation, ça doit nécessairement marcher sans problème? C'est une anomalie. Il faut savoir que quand on commence une organisation, d'abord on met une constitution. Pourquoi on met la constitution? C'est parce qu'on sait qu'il y aura des problèmes. Donc, comme il y aura des problèmes, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a des petites frictions, il faut se disperser. Nous savons, nous connaissons, nous avons l'association des vétérinaires congolais en Afrique du Sud, par exemple. Bon, maintenant je sais que les jeunes ont commencé une autre association, mais nous avions une association dans les années 90. L'association des médecins vétérinaires congolais, par exemple, en Afrique du Sud. Et cette association a bien commencé et nous avons de l'argent laissé dans les comptes. L'association, je suis du Bas-Congo, on avait une association dans le temps vers 2000, 2001, une association qui avait commencé. Eh ben, il y a eu des problèmes. Les gens se sont dit, l'argent est resté dans le compte. Il y a une association qu'on a commencé, les anciens de l'université de Lubumbashi. Et à cette époque, quand on s'est réunissait à Johannesburg, c'était autour de 300-400 personnes. Mais à cause du manque d'organisation et des frictions et des incompréhensions à cette époque, ben, l'association a cessé d'exister. Je crois que, est-ce que selon vous, y a-t-il un problème commun des Congo? Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est que vous, mon expérience est que le problème commun d'abord, c'est que toutes ces organisations, y compris le parti politique le plus grand que tout le monde admire, que nous avons tous admiré depuis plus de 30 ans, le parti UDPS, je veux dire. Mais je ne parle pas de la politique, mais je parle en tant qu'organisation, en tant qu'un groupe de Congolais qui se mettent ensemble. Mais je ne sais pas si vous connaissez le bureau de ce parti en Afrique du Sud. Non, je ne connais pas. Donc, c'est le même problème. Nous avons un problème d'administration. On ne sait pas créer une administration crédible qui puisse être soutenue à la hauteur des aspirations de ces personnes. C'est-à-dire, vous voulez voir quelque chose émerger, mais vous ne voulez pas donner les moyens. Vous ne voulez pas vous y mettre afin que vous voyez le fruit de votre vision, de ce que vous êtes en train d'envisionner dans la tête. Autre chose, les Congolais veulent que les choses se fassent sans lui. C'est-à-dire, quand on est en train de construire, il faut qu'il donne le moins d'efforts possible. Mais dès que c'est construit, ça commence à marcher, alors il faut lui donner le plus de bénéfices possible. C'est une contradiction. Une contradiction terrible. Vraiment terrible. Donc, on doit corriger ces histoires. L'administration et l'engagement personnel. Les gens ne sont pas engagés, mais ils veulent bénéficier. Et, autre chose, nous devons avoir augmenté notre habileté de copier. Ce qui existe et qui marche, on peut copier. Peut copier. Mais le problème, Marc, c'est que en copiant même, il faut avoir cet esprit-là d'ouverture. C'est-à-dire que vous reconnaissez que non, ce que je fais, je suis dans l'erreur. Et que ce que fait l'autre marche. Je me déshabille de mes défauts
ou bien de mes proudness pour embrasser cette copie-là dont vous parlez. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer dans ce sens-là. Non, copier, c'est-à-dire qu'on ne va pas se déshabiller complètement, mais ne fût-ce que prendre chez les autres, comme vous avez dit, ce qui marche. Dans ce pays, nous avons vu des populations qui sont venues après nous et qui ont profité de l'infrastructure qu'il y a ici et de tout ce qu'il y a comme possibilité. Et ils se sont bien organisés et ils sont très bien aujourd'hui. Très, très, très avancés par rapport aux Congolais qui, en termes de masse, nous sommes les plus éduqués. Nous sommes parmi les populations qui ont le plus de diplômes. Je crois que nous pouvons être après les Nigérians et les Kenyans et peut-être les Zimbabwéens. Nous sommes là, nous sommes parmi les 5 premiers. Mais s'il faut regarder du côté de la production, de ce que la communauté produit, nous sommes parmi peut-être les 2 derniers. Ok, nous sommes parmi les 2 derniers. Nous allons prendre une pause pour justement permettre à Marc de prendre un verre d'eau et on revient dans quelques instants.